Coucou. Bonjour, nous sommes les Teta Classe, des élèves de CE2, CM1 et CM2 de Monsieur Dulandel. Après 2 projets aventuriers, le premier était sur les papillons il y a 2 ans et un deuxième sur les abeilles. L'année dernière, nous nous sommes questionnés et avons déterminé ce que était un être vivant. Nos recherches sur ces insectes nous ont permis d'en apprendre plus sur le monde et sur nous-mêmes. Au-delà de l'incroyable impact écologique que ces insectes transportent sur leurs petites ailes, l'ensemble de nos trouvailles nous a mené systématiquement à penser que ces insectes étaient capables de communiquer pour apprendre et survivre. Mais étaient-ils capables de ressentir des émotions ? Tout nous amène à le croire. Il nous a donc voulu savoir si la capacité à s'émouvoir était propre aux vivants. Il nous a fallu commencer la recherche afin de le définir précisément. Nous savons donc que tout être vivant doit naître, respirer, se nourrir, grandir, se reproduire et mourir afin de pouvoir être catégorisé comme tel. Nous avons été très surpris d'apprendre que les végétales entraient dans cette catégorie. En effet, tous les végétaux naissent, se nourrissent, grandissent, se reproduisent et meurent comme tous les autres êtres vivants, même si les méthodes sont parfois très différentes. Les seules données qui nous attendaient, c'était la communication et les émotions. Le monde végétal peut-il communiquer? Est-il capable de ressentir des émotions? Nous avons débuté nos recherches à partir des écrits scientifiques du spécialiste Peter von Leben et nous avons appris qu'il existait une relation entre un arbre et ses jeunes pousses comme une mère peut avoir avec ses petits. En effet, l'arbre adulte prend soin de ses petits, les protège du soleil et des intempéries pendant près de 100 ans. 100 ans, c'est le temps qu'il faut à un bébé pour bien grandir. Bien grandir, ça veut dire pousser bien droit. Sans cette leçon, l'arbre est condamné à mourir. Une autre étude surprenante d'un chercheur nous a mené vers cette hypothèse. Des insectes inconnus de la forêt ont été placés sur un arbre isolé. Les insectes l'ont attaqué et l'arbre est mort car il n'avait pas de toit à se protéger. Mais le plus surprenant, c'est que des arbres voisins qui ne connaissaient pas plus ces insectes et dont la mort était inévitable ont survécu. La composition de leur sève était différente. Ils pouvaient désormais combattre et survivre face à ces insectes. Grâce à ces découvertes, nous avons compris que les arbres se protègent les uns les autres, qu'ils construisent des relations leur permettant de survivre. Mais comment y parviennent-ils ? Il n'y a malheureusement aucune réponse à ce jour. Les hypothèses et les études sont nombreuses. Peter von Leben et d'autres chercheurs et chercheuses spécialisés pensent que les arbres communiquent à l'aide des champignons et du réseau de mycélium qu'ils forment. Nous en avons appris beaucoup sur les arbres grâce à notre mentor Kevin Candelier, chercheur au CIRAD. Il est venu dans notre classe afin de nous expliquer son métier qui consiste à comprendre le bois, ses caractéristiques, ses faiblesses, ses atouts afin de pouvoir l'utiliser au mieux dans la vie. Le plus impressionnant dans son travail, c'est qu'il répertorie tous les bois dans une bibliothèque. C'est une bibliothèque, ce qu'il y a des morceaux de bois et non des livres. Malheureusement, tout comme les chercheurs et les chercheuses spécialistes, Kevin n'avait aucune réponse à notre question sur les émotions des végétaux. De notre côté, nous avons essayé de prouver par une expérience que les plantes étaient sensibles aux émotions. Voici le compte-rendu de cette expérience. Nous cherchons à savoir si les arbres étaient capables de ressentir des émotions et de communiquer avec les autres végétaux. Seulement, nous n'avions aucun moyen de le prouver par les recherches et il nous semblait très compliqué de mettre en place une expérience permettant de les comprendre avant même de savoir s'ils étaient capables de ressentir des émotions. Il nous fallait donc déjà commencer par mettre en place une expérience qui nous permettrait de savoir si les végétaux ressentent des émotions transmises par l'humain. Pour ce faire, nous avons construit notre protocole qui consistait à faire pousser 2 graines de haricots ayant un traitement physique identique. La seule différence reposait sur le traitement psychique et émotionnel. En effet, chacun et chacune d'entre nous avait 2 graines. Nous devions les mettre dans 2 pots posés sur du coton et arrosés 3 fois par semaine. À l'une des graines, nous lui disions des gentillesses et à l'autre des méchancetés.
Ainsi, nous allions essayer de voir et d'étudier si les végétaux sont des êtres sensibles aux émotions. Chaque jour, nous analysions et notions l'évolution de notre expérience dans un cahier de chercheur. Nos notes s'inscrivaient dans un tableau avec un code couleur. Le jaune pour la graine qui reçoit des gentillesses. Le rouge pour la graine qui reçoit des méchancetés. Au bout d'un mois, nous avons regroupé nos notes et avons pu avoir une première idée à notre question. Pour près de 60% d'entre nous, c'est la graine à qui nous disions des gentillesses qui avait le mieux poussé. Mieux poussé veut dire que la plante était plus développée et formait déjà une tige droite et épaisse. Si c'était vrai pour 60%, ça veut dire que c'était faux pour 40%. Il était donc encore trop tôt et les chiffres pas assez parlants pour dire que les plantes sont sensibles. Il fallait poursuivre notre étude. Puis est arrivé le jour maudit, où de vilains petits démons se sont introduits dans notre merveilleuse classe et ont détruit notre travail en découpant nos plantes. À cause de cet incident et de la déception que nous éprouvions, nous avons arrêté nos recherches. Le projet était suspendu. Nous avons pourtant appris quelque chose de très important. Nous avons été victimes d'un biais de conformité. Tous les scientifiques doivent être vigilants car il s'agit d'un moment de les recherches où nous voulons que ce que nous croyons soit la vérité. Dans notre cas, beaucoup d'entre nous ont détourné les règles, soit en étant inégaux dans les émotions transmises, soit en protégeant plus une graine que l'autre. Il est important lors d'expériences de suivre le protocole à la lettre, ne pas laisser ses envies et ses perceptions prendre le dessus, sinon l'expérience échoue. Nous rejoignons dans les plans des scientifiques sans réponse. Notre expérience ne nous permet pas de prouver que les plantes sont sensibles. Nous comptons bien poursuivre nos recherches l'année prochaine. Même si nos expériences n'ont rien démontré, il existe pourtant une science que nous avons découverte, une science plus psychique, la sylvothérapie. En latin, sylvia qui signifie forêt et thérapia qui veut dire cure, la sylvothérapie est donc une sorte de médecine qui se soigne grâce à la relation entre un humain et un arbre. C'est facile. Et c'est gratuit. Et pourtant, beaucoup d'études expliquent qu'enlacer un arbre peut diminuer le stress et l'angoisse. C'est une pratique japonaise très ancienne et depuis, beaucoup de pays la pratiquent, même à l'école. Merci beaucoup de votre écoute et nous attendons vos commentaires avec impatience. Et n'oubliez pas, Protégez-nous!